En gros, il vient vous expliquer comment on est dans la merde, et moi, je vais essayer de dire comment on pourrait peut-être s'en sortir. Bon, bah, merci. Moi, je vais peut-être me lever. Bon, je vais voir. Oui, mais ça, c'est une introduction qui me plaît bien, parce qu'en fait, si je suis là, c'est pas par l'X, en fait, parce que bon, je n'étais pas très branché sur les réseaux d'anciens, etc., jusque-là, pour ceux qui me connaissent. En revanche, c'est parce qu'au milieu de l'été, allant faire l'oiseau de mauvais augure sur BFM TV pour dire ah oui, ça se réchauffe, et c'est à cause de l'homme, et on va bien dans le mur, etc., j'ai ressenti... Et voilà, il y a une certaine fierté quand on vient faire ça. Pour moi, c'est 20 ans, 30 ans d'investissement dans mon travail. En fait, je ne viens pas présenter mon travail ou toute la richesse collective qu'il peut y avoir de développement derrière. En fait, je viens dire le malheur, en fait. Donc, et puis, ce n'est pas un malheur, ça devient, on sent, ça devient le malheur. Enfin, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Je rapproche un peu le micro. Et donc, suite à ça, je me suis dit, il faut faire autre chose, quoi. Puis même quand on fait des conférences, on se rend compte qu'il faut faire autre chose, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, bon, c'est suite à ça que j'ai contacté François, et puis que c'est lui qui m'a proposé, et je me retrouve à revenir dans un réseau de Polytechnique via François Ruffin, ce qui me déplaît pas. Voilà. Donc, il vous a introduit, donc il y a un titre dans le titre, hein, il y avait un titre très politique. Est-ce que le réformisme est encore possible dans la crise climatique ? Voilà. Et il y a un titre dans le titre, c'est le savant et le politique, donc je suis censé faire le savant. Je vais essayer de le faire pas trop longtemps. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, donc mon métier de chercheur, tourne autour du développement des modèles de climat qui sont utilisés pour faire des prévisions du réchauffement global. Donc, je suis responsable du modèle atmosphérique global qui est développé à Paris. Il y en a deux en France, la Météo France et il y a nous. Il y a un gros modèle en région parisienne, puis un Météo France. Et voilà, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de faire comprendre un peu ce qu'il y a derrière ces modèles. Vous voyez, tout le monde a vu ces courbes du GIEC et d'essayer de dire un peu ce qu'il y a derrière, de faire percevoir un peu ce qu'il y a derrière. Donc, pas que pour un public d'avertis scientifiques, hein, c'est beaucoup plus général ce que je vais faire. Et puis pour vous dire du coup qu'est-ce qui fonde notre confiance vers le fait, sur la partie malheur, vers le fait qu'on va quand même vers des choses assez fortes d'un point de vue changement climatique. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça pas trop lentement, j'avais prévu de mettre pas trop vite, pas trop lent, pas d'y passer trop de temps, voilà. Pardon. On peut baisser un peu la lumière ou pas alors ? Il était question. Ah, il était question qu'on a. Vous voyez quelque chose en fait ? Ouais, bon, d'accord. Voilà, donc, avant de rentrer dans les modèles de climat, je vais dire deux mots sur l'effet de serre. Je vais faire très vite en utilisant une analogie, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est difficile de ne pas parler de ça du tout. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une analogie entre un double vitrage que vous mettez dans votre maison, qui va éviter que... Donc, vous avez du chauffage à l'intérieur, un peu de soleil quand par les murs. Vous savez que si vous rajoutez plus de vitres, vous limitez les pertes énergétiques par la fenêtre, et que du coup, la température, si vous ne baissez pas votre chauffage, la température va augmenter dans la pièce, vous allez baisser le chauffage pour garder la même température. C'est la même chose en fait ce qui se passe pour la Terre avec l'effet de serre. Donc nous, on est chauffé pas par un radiateur, mais par le soleil uniquement. Beaucoup de l'énergie du soleil arrive à la surface de la Terre et va chauffer l'atmosphère, va chauffer l'environnement dans lequel on vit. Et en fait, donc, dans l'atmosphère, il y a des gaz qu'on ne voit pas, hein, qui jouent un rôle équivalent des doubles vitrages, c'est-à-dire un effet finalement d'isolation thermique, hein, donc ils absorbent le rayonnement infrarouge, si on veut être dans de la physique un peu complexe, mais ça marche vraiment comme un isolant. Alors des gens m'ont dit, attention, c'est pas deux couches, donc j'ai mis vapeur d'eau, qui est le plus gros gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est présent partout, et puis le CO2, donc celui qui pose problème pour le réchauffement global. Hein. La vapeur d'eau fait que, le fait qu'il y ait de la vapeur d'eau dans l'atmosphère fait que la température est un peu plus chaude sur Terre plusieurs dizaines de degrés plus chaude que s'il n'y avait pas de vapeur d'eau, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre. Et bon, ça permet qu'on vive en fait. Hein. Donc les gaz à effet de serre, à la base, c'est pas quelque chose de mauvais. Le problème, c'est le fait qu'on rajoute du CO2 dans l'atmosphère à cause du fait qu'on consomme du charbon et du pétrole qu'on va piéger en sous-sol et qu'on envoie dans l'atmosphère. Voilà, et donc c'est ça qui fait augmenter la température. Voilà, alors l'histoire, c'est que par rapport au double vitrage dans la maison, le système est plus compliqué, puisque notre source de chaleur, déjà, c'est le soleil, et une partie de ce qui vient du soleil est renvoyée vers l'espace. Ça fait que ça chauffe moins que si tout était absorbé, et ça se voit en fait sur une carte. C'est là où c'est beaucoup réfléchi, c'est là où c'est clair. Donc les nuages réfléchissent beaucoup, les déserts réfléchissent plus, les océans réfléchissent moins. Tout ça, ça bouge, et tout ça, pour essayer de prédire quelque chose,
sur la température du globe, il faut prendre en compte tout ça. Donc tout de suite, on voit que c'est un système où il faut prendre en compte beaucoup de choses, et puis tout ça est évidemment en mouvement, donc j'ai mis une illustration quelconque pour dire que tout ça, ça bouge, vous savez que l'air bouge. Voilà. Et donc c'est ça qui fait que pour répondre à cette question, qui est finalement assez simple et qui en fait est connue depuis assez longtemps, cette question de l'effet de serre et du fait que ça pilote la température du globe, en fait il faut utiliser des modèles informatiques complexes qui sont basés sur la physique, qui sont ces fameux modèles de climat, qui font toutes les prévisions de réchauffement que vous voyez, qui sont tous basés sur le même type de modèles dont je vais vous dire 2 mots ici. Alors ces modèles, alors pour ceux qui sont les plus jeunes qui sont habitués aux jeux, etc., c'est des modèles où en fait on prend et pour ceux qui connaissent la mécanique des fluides, on prend les équations de Navier-Stokes typiquement, donc des équations qui ont été établies il y a longtemps, au 19e siècle en fait, et et qui décrivent en fait l'évolution de la température, du vent, etc. dans l'atmosphère. C'est de la mécanique des fluides, c'est la même physique en fait qu'on a quand on fait de l'hydrodynamique autour d'une voiture ou d'une aile d'avion pour calculer le freinage de la voiture par l'air. Voilà, donc c'est très bien connu, on met ça dans un ordinateur. Pour faire ça, en fait, au lieu de mettre la température partout, dans ce qu'on appelle un milieu continu, en fait, on va être obligé de restreindre, parce qu'un ordinateur, il ne peut pas contenir une infinité de grandeur, donc on va réduire ça en disant je vais calculer la température tous les 200 km à la surface de la Terre, par exemple. Ce qu'on appelle un modèle discrétisé, donc c'est ce qu'on fait. Et voilà, ça donne cette jolie image-là. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en mettant un point tous les 200 km, vous voyez bien qu'il se passe plein de choses à l'intérieur. Il y a plein de nuages, il y a de la végétation, des déserts, etc. Et donc, nous, il va falloir qu'on prenne en compte tout ça, c'est-à-dire de façon beaucoup plus... Donc, autant la partie dynamique de grande échelle, c'est-à-dire ces mouvements qui vont faire les dépressions, quand vous avez une tempête qui arrive, ça, c'est représenté vraiment directement par ces équations de mécanique des fluides du 19e siècle, représentées dans l'ordinateur. Mais pour tout ce qui est les processus nuageux, etc., il va falloir faire autre chose. Voilà. Et beaucoup du travail sur les modèles de climat, c'est de représenter tous ces phénomènes qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle, nous, une maille du modèle, dans un carré de 200 km par 200 km pour fixer les idées. Voilà, donc c'est la question qu'on se pose. Alors bon, ça c'est pour montrer, c'est des modèles, en fait, on a 200 km, et puis sur la verticale, on fait des choses beaucoup plus fines, parce que vous savez sans doute que pour que le vent change beaucoup, il faut avancer de plusieurs centaines de kilomètres, ouais, on va dire. Mais sur la verticale, ça bouge très vite, tout bouge très vite. Vous avez des mouvements turbulents près de la surface, après vous avez des nuages, donc sur la verticale, il faut qu'on mette beaucoup plus de couches. Bon, c'est un détail, voilà. Mais nos modèles sont faits comme ça. Et alors, et donc, en fait, le travail de développement de ces modèles porte sur comment représenter tout ça dans ces modèles de climat. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur de mon travail de chercheur et de beaucoup de chercheurs. Donc voilà, il y a des gens qui sont passés par des écoles, des grandes écoles, et qui font de la recherche en physique. Et alors ça, c'est aussi... je vous montre un résultat comme ça. Bon, c'est dommage, ça pourrait être mieux projeté, mais c'est des choses qui nous aident à faire ces modèles. Donc ça, ce n'est pas un modèle qu'on a dans les modèles de climat, mais c'est un modèle, c'est tout modélisé, ça. C'est un champ de nuages représenté cette fois en mettant des toutes petites mailles de 25 mètres de résolution, tout petit, où là, on représente tous les mouvements dans le nuage. Et tout ça, c'est un résultat que de modèles. Et je vous le montre parce qu'entre autres, je participe au jury de la thèse qui a permis ces images dans 2 jours. Voilà. Et ce que vous avez là, c'est une première, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on fait un film qui est fait avec les mêmes techniques avec lesquelles on fait de l'animation 3D aujourd'hui, de nuages. Voilà, c'est la première fois. Bon, en 2 mots quand même, donc vous savez que l'animation 3D aujourd'hui, quand vous voyez un film 3D, en fait, comment sont faites les images, c'est qu'on reproduit ce que voit votre œil en lançant des rayons, des photons, depuis votre œil, qui vont parcourir toute la scène et reconstituer vraiment l'image comme le verrait votre œil. Mais là, c'est ce qu'on a fait, et ça a été rendu possible grâce à des travaux de collègues. Donc ça, on ne peut pas mettre ça directement dans un modèle de climat, puisque dans un modèle de climat, on va dire que typiquement, il faut mettre d'un coup tous ces nuages dans chaque maille. Donc on est obligé de résumer beaucoup ce modèle de nuages. Donc alors ça vous montre un peu, j'ai pris un instantané des nuages, et vous voyez que ça commence à ressembler à des photos de nuages. Voilà, on a ces modèles réalistes de nuages à très très fine échelle qu'on est capable de faire, et nous, ils vont nous permettre de nous inspirer pour faire des modèles plus approchés de nuages, qu'on va mettre dans le modèle de climat. Donc c'est un peu des sous-modèles du modèle. Donc ces modèles de climat, ils sont faits plein de petits sous-modèles où on représente la végétation, on fait pousser les arbres, on fait pousser les feuilles, on a un modèle aussi pour l'océan, on a un modèle avec un peu de chimie, etc. On met tout ça, et moi en particulier, je travaille avec des collègues sur les modèles de nuages.
Non, c'est parce que ça. Ouais. Non, c'est juste pour l'image. Voilà, donc j'en dirai pas plus là-dessus parce que voilà, le but n'était pas de faire un séminaire scientifique, mais c'était pour vous donner voilà, où se passe le travail. Et alors, ces choix-là, vous voyez bien que pour résumer en un petit modèle simple le comportement de tout un ensemble de nuages comme ça, là, on n'a pas les lois de la physique pour ça en fait. C'est tout un champ de recherche, d'essayer de comprendre comment ça marche et puis de mettre en place des équations qui sont simplifiées, qui ne sont pas aussi précises que les modèles complets qu'on fait sur les ailes d'avion, là, pour représenter tous ces processus. Et c'est ça qui fait en fait la différence entre les grands modèles de climat qui sont développés dans les différents centres climatiques dans le monde. Donc disons que quand vous voyez des courbes dites du GIEC, en fait, il y a des gros exercices d'intercomparaison de modèles qui ont été réalisés par tous les centres comme nous, une vingtaine, trentaine dans le monde, qui se coordonnent tous les 7 ans pour faire, et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme les modèles sont très différents dans leur contenu, on se met tous d'accord, et c'est très très joli comme réussite de coordination internationale. Tout le monde se met d'accord sur un protocole très très précis, on fait tous exactement les mêmes simulations, pour que ce qui diffère vienne des choix qu'on a fait dans la façon de représenter les nuages ou la végétation, etc. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus scientifique dans ce que je vais raconter. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise et ce que ça nous apprend sur... Ah oui, donc voilà. Donc, oui, voilà. Voilà. Donc, typiquement, nous, on va mettre un nuage moyen, en supposant que c'est le même partout. Déjà, on voit que ça simplifie. Hein, voilà. Et puis, ce nuage moyen, on va essayer de le recoller pour qu'il fasse le même effet que tous les nuages. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer quand même que ça marche avec ces modèles simplifiés. Donc ça, c'est une sortie de notre modèle de climat. Vous voyez la couverture nuageuse. C'est calculé. Donc notre modèle de climat, il calcule toutes les demi-heures la température, le vent, etc. Sur tous les points de grille. Alors ça, c'est une simulation pour que ce soit joli, qui a une grille plus fine, hein, c'est tous les 50 km. Là. Et vous avez une photo satellite en haut avec les nuages, où vous voyez que ça commence à... Voilà, on a des modèles qui ressemblent, hein, et on a mis suffisamment de physique pour que ça ressemble à quelque chose. L'autre chose qui est importante de dire là, qui est ce qui est écrit sur le transparent, c'est que ce sont exactement les mêmes modèles qui sont utilisés pour faire la prévision du temps. Donc nous, on les utilise pour étudier le climat, mais pour faire une prévision à 10 jours, c'est exactement le même modèle que Météo France utilise. À Météo France, ils utilisent le même pour le climat. Nous, on ne fait pas de prévision météo, mais eux, ils utilisent le même pour faire les deux. Et quelle est la différence? En fait, pour faire la prévision du temps, vous avez besoin de connaître extrêmement bien l'état de l'atmosphère tout de suite. Donc ça, vous utilisez les satellites, des gens qui lancent des données, des ballons à plein d'endroits sur le globe et tout. On met tout ça ensemble, on rentre tout ça dans le modèle, ce qu'on appelle l'assimilation, et on fait une prévision de 10 jours. Et on sait qu'après 10 jours, en fait, la tempête, elle ne va plus être là où on l'avait prévu, parce qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle du chaos dans le système, et qu'on ne peut pas prévoir à plus de 15 jours. Nous, on prend exactement le même modèle qui n'est pas capable de prévoir une dépression à plus de 15 jours, mais on le fait tourner pendant 1000 ans. On le lance. Et donc vraiment, c'est comme un simulateur. Il faut penser ça comme un simulateur, presque un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a mis toute la physique, c'est capable de prédire sur 10 jours ce qui se passe, après il y a du chaos, etc. Mais nous, on s'en fiche, on laisse tourner ça pendant 1000 ans, et on regarde, c'est un avatar un peu du monde réel qui va produire des scènes comme ça pendant 1000 ans. Voilà. Donc, pour vous illustrer ça plus précisément, moi j'aime bien faire montrer une animation pour que ce soit plus concret pour ceux qui sont un peu moins loin, qui ont plus de mal à lire des courbes, comment on passe de ça à une courbe. Donc vous voyez, ça c'est un extrait du modèle, hein, c'est une carte, et on va lancer une animation. Alors j'ai choisi une boîte, vous devinez pourquoi, parce que en général je m'arrange toujours pour refaire une sortie là où je fais la conférence. Là on était à Paris, mais j'ai rajouté à Amiens, parce que j'avais peur de me faire taper sur les doigts. J'ai mis une boîte qui va de Paris à Amiens. Et voilà, vous voyez ces séances, voilà, c'est de la météo qui tourne, mais c'est le modèle, c'est la météo du modèle. Il ne fait pas le même temps qu'il fait tel jour à Paris. Et puis petit à petit, je construis, en prenant les valeurs de température dans la boîte ici, là, je construis la température puis les pluies. Donc vous voyez évoluer la température et les pluies. Et en fait, vous allez voir que la température, naturellement, va chauffer. Hein, ça, on passe de 0 degré, ça va monter à 30 degrés au cours de la saison. Et la seule chose qui fait chauffer la température, c'est le fait que on représente dans le modèle la position du Soleil. Le Soleil, il passe du sud au nord. Et après, ça fait ce qu'on appelle ça fait une interaction avec l'atmosphère qui a chauffé l'atmosphère, l'infrarouge, les mouvements atmosphériques. Tout est pris en compte, les nuages, etc. Et c'est ça qui va permettre de faire ces courbes. Voilà, je ne vais pas la montrer plus longtemps. Et donc après, ça, c'est comme ça qu'on construit ces courbes. Et je vais vous faire une illustration. Donc vous voyez ces courbes du GIEC qui vous montrent des choses très globales. Souvent, je vais me concentrer sur, pour la même boîte rouge qu'on voyait là, c'est-à-dire entre Paris et Amiens, les températures, la variation des températures moyennes de juin, juillet, août depuis
le début des enregistrements météo. Donc ça, c'est les observations des températures d'été en France Nord, on va dire. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est que les températures oscillent autour d'une valeur de 18 degrés à peu près. Puis ça peut être, il y a des étés chauds, ce qu'on appelle des étés pourris qui sont plus froids, mais on voit bien que ça oscillait de façon assez constante autour d'une valeur moyenne. Il y a des étés chauds, des étés froids, mais ça semblait assez stable après dans le temps. Et puis si on regarde récemment, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et on parle beaucoup des événements caniculaires, donc je vais les rajouter là. Mais en fait, quelque chose qui est assez marquant sur cette courbe, c'est surtout qu'il n'y a plus du tout d'été froid. Si vous regardez, il n'y a plus aucun été depuis 20-30 ans qui sont en dessous de ce qu'était l'été moyen avant. Donc on voit qu'on a chauffé. Et puis on reconnaît des événements. Alors d'habitude, je ne mettais pas 47, et puis 47, je l'ai mis parce qu'on a appris cet été on avait battu le record de température de 47 l'été dernier à Paris. Voilà. Donc vous voyez, les étés chauds, il y en a eu des exceptionnels dans le temps, mais ce qu'il y a, c'est que ça se répète de plus en plus, et on voit bien que le climat se réchauffe. Alors comment on travaille là-dessus avec les modèles? Donc je vous ai dit, on prend ce modèle de climat, on va faire une simulation de plusieurs milliers d'années, où il y a toute la physique, le soleil bouge, etc., mais on ne fait pas bouger les gaz à effet de serre. Et voilà ce qu'on obtient. Si on regarde la température dans mes simulations sur le même point, on voit que les températures oscillent autour de cette valeur moyenne, et on dit, bah oui, ça a l'air, le modèle, il fait à peu près comme la réalité, parce qu'il fait bien aussi des étés plus chauds, des étés plus froids, avec une différence entre les étés chauds et les étés froids qui est à peu près comparable à ce qui est observé. Et puis, voilà, et puis là, je lance une deuxième simulation, où là, je vais mettre les gaz à effet de serre, l'évolution des gaz à effet de serre tels qu'ils ont été observés, ce qu'on appelle, sur la base une reconstitution. Et bon, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, on est obligé de mettre aussi la pollution qui a changé. La pollution, elle a masqué une partie du réchauffement, parce que la pollution, ça a tendance à... Il y a la confusion entre pollution et gaz à effet de serre, mais souvent, la pollution, c'est plutôt bon pour le réchauffement. C'est-à-dire que quand on a plein de poussière autour des villes, ça a tendance à plutôt réfléchir un peu le rayonnement solaire. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Enfin, c'est surtout pas important pour le réchauffement climatique. Ce qui est important, c'est les gaz à effet de serre uniquement. Mais donc ça a contribué, et puis il faut mettre les volcans, etc. Il faut faire quelque chose de plus réaliste. Et vous voyez qu'on retrouve quelque chose qui ressemble bien avec plus d'été froid récemment, et puis quelques extrêmes. Mais si on avait lancé une autre simulation en partant d'un état différent du modèle, eh ben ça fait le même genre d'histoire, mais évidemment, d'un été sur l'autre, ce n'est pas les mêmes valeurs, parce que c'est un simulateur, c'est quelque chose de complet. Puis j'en lance une troisième pour juste répéter l'exercice. Et vous voyez que le modèle... Il voit bien l'évolution, puis il voit bien aussi que, occasionnellement, on va commencer à avoir des événements qui commencent. Le modèle, il dit, oui, c'est normal que vous ayez des canicules comme 2003, finalement. Le modèle, il les voit bien aussi. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on gagne une confiance dans comment fonctionnent nos modèles. Et puis, ça, c'est le futur. Donc ça, c'est le futur. C'est une simulation possible du futur. C'est la trajectoire sur laquelle on est en ce moment, en fait. C'est ce qu'on appelle, j'aime bien dire, business as usual. On continue sur le même système, etc. Et si vous voulez garder un chiffre en tête, si on ne fait rien, en gros, c'est assez simple. La température augmente sur la France l'été de 1 degré tous les 10 ans. C'est assez simple. Vous voyez aussi qu'entre les étés froids et les étés chauds, finalement, l'écart reste un peu toujours le même. Donc en fait, vous pouvez vous souvenir que aussi les étés les plus chauds, comme les canicules de 2003, vont aussi augmenter de 1 degré par 10 ans. Et de la même façon, en fait, les événements les plus extrêmes, alors il peut y avoir, il se peut que ça change, que des extrêmes encore plus extrêmes, mais en gros, les études semblent montrer plutôt que ce qui va se passer, c'est qu'on suit la moyenne, c'est-à-dire tout se réchauffe, et puis du coup, les étés chauds, ils sont d'autant plus chauds, juste parce que ça a augmenté. Voilà. Donc ça, c'est le scénario le plus optimiste, sur lequel on n'est pas encore. Voilà. Celui qui dit des 2 degrés, dans lequel on espère stabiliser la température à 2 degrés, etc. Et une chose importante à retenir pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas bien ces choses-là, c'est que de toute façon, en 2050, on n'y échappe pas, on approche de la canicule de 2003 pour l'été moyen. En fait, il y a une inertie dans le système. Alors, il y a une inertie politique, on en parlera peut-être un peu. Voilà, le système économique ne peut pas se transformer d'un coup, mais aussi le système climatique, notamment à cause des océans, met un certain temps à se réchauffer. Voilà. Donc, il y a un retard au réchauffement qui fait que, même si on agit instantanément très fort, en fait, ça va continuer à chauffer pendant un petit moment. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer comme
pour essayer de donner un peu de... Voilà. Ah oui, il faut que je revienne sur ma présentation. Non, pas ça, ça c'est pour venir ici. Voilà, je montre encore 3 courbes pour pas durer trop longtemps. Ouais, c'est bien, j'ai dit 20 minutes, c'est pas mal. Voilà, alors ça, ça ressemble plus aux courbes qu'on est habitué à montrer, qui sont les températures globales de la Terre. Donc, je vous ai dit, on fait ces grands exercices. En fait, on les fait avant ces fameux rapports du GIEC. Alors, c'était politique. Le GIEC, c'est une institution de l'ONU politique qui, quelque part, qui est censée ne faire que synthétiser, enfin, qui ne fait que synthétiser des résultats scientifiques. Et nous, en tant que communauté scientifique, en amont de ça, quelques années avant, on fait ces grands exercices où on va faire toutes ces simulations coordonnées du changement climatique pour que, après, des gens puissent s'en saisir, faire des analyses, etc., et que toutes ces analyses soient synthétisées dans les rapports du GIEC. Donc on sort ces courbes. Donc là, en fait, là vous avez la température globale observée, c'est les étoiles. On voit les volcans qui font des petits refroidissements. Et puis on voit le futur. Donc en termes de température globale, c'est plutôt le scénario pessimiste. C'est plutôt, on a encore 4 degrés à faire d'ici dans les 80 ans qui viennent. Donc c'est plutôt, en gros, c'est 1 degré par an, 1 degré par 20 ans en moyenne globale et 1 degré par 10 ans pour les températures d'été sur la France, mais en gros, je pense que l'hiver, c'est un peu pareil aussi. Voilà, et ça, c'est, je pense, le dernier transparent vraiment que je vais montrer. Voilà, ça, c'est pour vous montrer, en fait, pour parler de politique et du lien du scientifique au politique un peu. En fait, j'ai superposé là un article de 1981, et en 1979, en fait, il y a eu le premier grand rapport sur le changement climatique, qui était un rapport américain pour la Maison-Blanche, qui était le rapport Charney, qui disait ça va se réchauffer avec des ordres de grandeur qui étaient ceux qu'on a observés depuis. Et ça, c'est tiré d'un papier, d'un article scientifique de M. Hansen en 81. Et en fait, vous voyez qu'il avait déjà le même scénario pessimiste exactement. C'est-à-dire que la courbe, on s'aligne, les observations se sont alignées sur les observations, sur les simulations les plus pessimistes. Et alors d'abord, ça c'est important pour dire en fait on savait depuis longtemps. Et c'est aussi pour moi une courbe qui est très importante pour comment on a notre confiance. Parce que je vous ai dit, c'est très, en fait, ces modèles de nuages, tout ça, on simplifie beaucoup. Donc, bon, il faut savoir que la communauté scientifique qui fait ça passe énormément de temps, beaucoup plus de temps et d'énergie à évaluer ces modèles qu'à les développer, en fait. On passe un temps énorme, on lance des satellites exprès, on fait des campagnes de terrain, etc. Voilà. C'est un énorme travail collectif. Et j'aime bien montrer ça parce que quand ils ont fait ces simulations et qu'ils les ont publiées, en fait, le réchauffement climatique n'était pas observable. Donc en fait, quand on nous dit « Ah, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est lié à l'homme ?» En fait, nous, on ne se pose pas la question comme ça. Des gens ont prédit dans les années 80 que ça allait se réchauffer comme ça, et depuis, on constate que c'est bien comme ça que ça marche. Donc en termes de confiance, c'est énorme. Ça a été prévu, en fait. Voilà. Et les prévisions n'ont pas tellement changé depuis. Alors pour ceux qui suivent les débats de façon un peu fine, il y a eu un peu un buzz en septembre là, sur le fait qu'il y a des modèles qui semblent être plus alarmistes qu'avant. C'est un peu vrai. On ne sait pas si c'est pour des bonnes raisons, on ne sait pas si ces modèles sont plus alarmistes, le sont pour de bonnes raisons, puisqu'il y a toutes ces incertitudes. Mais bon, ce qu'on peut se dire en même temps, c'est que même s'ils sont 20% plus alarmistes, c'est juste qu'au lieu que ça chauffe de 1 degré tous les 20 ans, ce sera 1 degré tous les 16, combien 16 ans voilà. Donc finalement, ça ne change pas tellement l'ampleur du problème. Voilà. Bon, ça, oui, bon, c'est pas besoin. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus pour ce que je vous montrer un peu scientifiquement, qu'est-ce qui fonde notre confiance dans ce qu'on se raconte et où est-ce qu'on en est un peu de ce qu'on sait. Donc, bon, une chose que je peux dire, en tout cas, c'est ce que vous entendez en général dans les médias en termes de ce qu'on sait sur le changement climatique est assez juste. C'est-à-dire que, en fait, les idées de la communauté, le point de vue de la communauté scientifique a assez bien, finalement, diffusé. Après la période des sceptiques, etc., dont on parle moins maintenant, ça a assez bien diffusé dans la communauté. Voilà, donc voilà, ça va chauffer. Il y a un retard au réchauffement. Donc moi, je ne suis pas convaincu par les discours qui disent « Ah, si on ne fait rien, dans 3 ans, on est foutu ». Le truc est de grande ampleur. Ce que je ne vous ai pas dit, donc le scénario optimiste qui dit « En 2050, on commence vraiment à plafonner ». En fait, c'est en 2050, on a réduit d'un facteur 4 nos émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on a divisé d'un facteur 4 notre consommation de charbon et de pétrole. Puisque ce qui compte, c'est la consommation de charbon et de pétrole, c'est-à-dire de carbone qu'on est allé chercher dans le sous-sol. C'est vraiment ça qui compte. On fait un transfert en fait depuis du carbone qui est dans le sol vers l'atmosphère. C'est ça le problème. Si par exemple vous brûlez un arbre mais vous faites repousser cet arbre, en fait c'est neutre en carbone. D'accord ? Mais voilà. Donc c'est un peu plus subtil, mais c'est ça l'idée.
pourquoi vous? Voilà. Et donc, voilà, donc en fait, la transformation, donc moi, les dernières fois que je suis allé parler à BFM du fait que ça allait se réchauffer, on me pose la question, mais je dis, est-ce que c'est scientifique? C'est éminemment politique, quoi, la réponse. Enfin, la question qui est posée, c'est une telle transformation de la société que, bon, on l'a bien vu de toute façon avec les gilets jaunes, on en a parlé, hein, ça a commencé soi-disant sur ça a commencé sur une réaction à une taxe écologique quand même. Mais c'est évident qu'il va falloir faire ce genre de réduction sur le CO2 et c'est évident que c'est pas comme ça qu'il faut le faire si on veut avoir une chance de s'en sortir. Donc la question est éminemment politique. Voilà, ça c'est une chose. Ah oui, et puis là, peut-être, je voulais dire autre chose avant, oui, sur les conclusions. Donc ça c'est très robuste ce que je vous montre là, hein, le réchauffement global, on est très confiant, etc. Dès qu'on nous parle de conséquences, on nous invite souvent, il fait froid, ben hier encore, il voulait demander, ah, mais il fait très froid, est-ce que c'est dû? Comment on explique ça avec le réchauffement climatique? En fait, tous ces événements extrêmes, bon, je crois que ça finit par être su aussi, mais on ne peut pas attribuer souvent un événement à quelque chose. Voilà, hein, la météo, ça bouge tout le temps. En revanche, le fait qu'il y ait de plus en plus de canicules, statistiquement, voilà, qu'on aille vers de plus en plus de canicules, ça c'est lié très directement. Et peut-être je vais terminer là-dessus, c'est une conséquence, quelque chose qui ressemble peut-être au futur, c'est ce qui s'est passé avec l'événement d'inondation dans le sud de la France en septembre. Hein, et ça ressemble... Donc il y a eu ces grosses inondations, donc c'est ce qu'on appelle un événement méditerranéen où il y a de l'eau chaude qui remonte, de l'air chauffé sur l'océan et humide qui remonte sur le long de la vallée du Rhône, en gros, enfin sur cette région-là, et qui va déposer de la pluie. Et ces événements-là, on commence vraiment à avoir des certitudes qu'ils vont s'amplifier. Mais l'endroit où c'était là, c'est l'endroit où il y a eu le record de température, de canicule au cours de l'été, où ils ont vécu une sécheresse derrière. Et ça, c'est aussi assez cohérent avec ce qu'on voit dans nos scénarios. Donc cet enchaînement canicule, sécheresse, inondation dans cette région, par exemple, c'est typiquement ce qu'on a aujourd'hui avec plus 1 degré, plus 1 degré de réchauffement global, on n'est pas loin de 2 degrés là. Voilà, c'est ces choses-là qui vont s'amplifier typiquement. Hein, il y a bien sûr, mais bon, ces choses-là sont beaucoup plus incertaines. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter ici. Ouais. Non, tu veux pas?